Donc ce soir sur l'anaphylaxie. Alors l'anaphylaxie déjà en définition, c'est une réaction systémique qui touche deux organes ou plus de deux organes. On va parler que de cette réaction-là, que de ce type de réaction. Vous connaissez sans doute la classification de Ring et Mesmer, qui est la classification utilisée par les anesthésistes réanimateurs, qui dissocie les réactions anaphylactiques en 5 grades. 1 pour un érythème généralisé ou urticaire localisé avec ou sans angioédème. 2, pareil, plus hypotension artérielle et tachycardie, tout est dyspnée. Donc là, on voit bien que dans le grade 1, on touche un seul organe, la peau. Dans le grade, la peau et les muqueuses. Dans le grade 2, on voit apparaître des problèmes de troubles cardiovasculaires, de respiratoires, tout est dyspnée. Donc on arrive à 2 organes au moins. Grade 3, le collapsus cardiovasculaire, trouble de rythme et bronchospasme sévère. Grade 4, qu'on essaie d'éviter, défaillance circulatoire, arrêt cardiaque et ou respiratoire. Alors, les adultes seront principalement concernés par ces réactions anaphylactiques dans 60% des cas, contre 40% pour les enfants. Ça ressort des études de 2013. On aura pourtant, assez paradoxalement, 13% de tryptase élevée, on retrouvera dans les morts subites du nourrisson, ce qui pourrait nous laisser penser qu'il se passe quelque chose d'anaphylactique dans ces cas-là, ou dans certains de ces cas-là. La fréquence de l'anaphylaxie, ce qui nous ennuie, c'est qu'elle semble augmenter plus encore que la fréquence des allergies. Celle-ci augmente de 2 à 3 fois, c'est multiplié de 2 à 3 fois ces 10 à 15 dernières années, la fréquence des allergies. Quant à la fréquence des anaphylaxies, elle semble avoir augmenté de 5 fois. Donc, en fait, les réactions seraient donc de plus en plus graves. Ou alors, les réactions déclarées de plus en plus graves seraient de plus en plus importantes, parce qu'il y a forcément toujours le biais de la déclaration. Le choc. Alors, il est passé de 12% des cas déclarés en 2004 à 16% en 2011. Donc, on voit que ça n'est pas en train de s'améliorer. Alors, il y a toujours le biais de cette déclaration, du fait qu'avant, peut-être que c'était moins déclaré au réseau d'allergovigilance que maintenant, mais bon. Toujours 1% de décès par anaphylaxie. Les chiffres qui ressortent des études de déclaration sont les suivants. On aurait peu de modifications ces dernières années, en dehors peut-être des facteurs associés qui, chez l'adulte, seraient en forte diminution. Entre 2012 et 2013, il passerait donc les facteurs associés de 34% pour 2 facteurs ou plus à 17,8%. Y aurait-il un biais dans ces résultats? Parce qu'on trouve assez paradoxal de lire ça, quand on sait qu'en pratique, s'ajoutent de façon croissante les facteurs associés, déclenchants suivants, le stress, la prise de cannabis et par exemple les INS, les anti-inflammatoires, donc en vente libre maintenant, qui se distribuent comme des bonbons. Et ça nous inquiète beaucoup. Donc, les principaux facteurs de risque qui ressortent de cette étude des anaphylaxies sont les suivants. L'âge notamment. On remarquera qu'on retrouve beaucoup plus de réactions anaphylactiques chez l'adulte, avec 25% contre 4,9% chez l'enfant, et que la bascule se fait entre 6 et 15 ans pour une augmentation donc à l'âge adulte. On remarquera que l'adulte sera plus concerné par une réaction clinique de choc anaphylactique, alors que l'enfant sera plus concerné par une réaction, excusez-moi pour le chevauchement, de réaction systémique sérieuse. On voit ici ce que je viens de dire. Donc, l'adulte en violet est plus concerné par le choc anaphylactique, alors que l'enfant est autant concerné que l'adulte par la réaction systémique sérieuse. Ici, c'est angioédème laryngier dominant chez l'adulte. Au niveau du sexe, donc on retrouvera plutôt les garçons chez les enfants et plutôt les femmes chez les adultes. La bascule statistique se faisant vers 15 ans. L'allergène, ils ne sont pas tous égaux. Certains aliments sont particulièrement concernés. On aura une diapo spécifique
pour ces aliments responsables d'anaphylaxie. Les médicaments, on trouvera les pénicillines, les curares, notamment le rocuronium, et là, on a un switch qui se fait depuis en tout cas 1 à 2 ans à peu près. Les dernières statistiques qui ressortent sont que en numéro 2 des responsables de réactions péropératoires anaphylactiques, on avait le latex qui semble détrôné par les antiseptiques et les colorants. Et ce n'est pas la première chose à laquelle on pensera. Normalement dans les bilans de choc anaphylactique par exemple péropératoire, mais ça va sûrement être de plus en plus, en tout cas c'est ce qui ressort des dernières statistiques des anesthésistes. Le latex passera en 5e position et sinon bien placé quand même les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les produits de contraste iodés. Au niveau hyménoptère, se distingue le frelon européen ou Vespa cabro et le frelon asiatique ou Vespa velutina. Les aliments dont on parlait, donc chez l'enfant ce sera plutôt arachides et fruits à coque avec comme émergent la noix de cajou, mais aussi chez l'enfant toujours lait de vache, chèvre, brebis et soja. Chez l'adulte, alors ça c'est étayé ici, vous voyez là, arachides, fruits à coque, mais aussi le lait chez l'enfant. Chez l'adulte ce sera plutôt les crustacés, ils sont ici, dont on a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. À égalité avec les fruits à coque, le blé, le sarrasin, les aliments croisants avec les pollens, donc dans l'ordre, en fait, on s'allergise au pollen et après, vers 30 ans, on devient allergique aux aliments qui croisent avec les pollens auxquels on était allergique, donc chez l'adulte, et les viandes à bas, mollusques, latex, laitage, poisson et sésame. Alors, attention à l'aliment masqué. Donc, autant chez le patient qui n'est pas au courant de son allergie, donc dans une allergie inaugurale, on comprendra qu'il ne peut pas s'en prémunir, mais quand il est déjà au courant de son allergie, il peut encore tomber sur un aliment qui est masqué dans son alimentation. Un chiffre intéressant, c'est que 27%, donc un tiers des patients qui ont une réaction anaphylactique avaient déjà présenté une réaction anaphylactique auparavant au même aliment, c'est quand même un comble, et en plus, dans la même année, toujours dans la même proportion, donc un tiers des cas avaient déjà fait une réaction au même aliment dans la même année. Donc attention aux défauts d'étiquetage quand on est hors communauté européenne ou quand c'est un aliment qui est hors étiquetage. On a 14 aliments à déclaration obligatoire, peut-être que tu en reparleras après. Ou aux erreurs d'étiquetage, on avait déjà vu quelqu'un réagir à des macarons soi-disant aux amandes qui en fait étaient des macarons à l'arachide. Qui est rare, mais bon. La répartition des allergènes alimentaires, donc on voit chez l'enfant 3 grandes familles, une famille de légumineuses, une famille de fruits à coque et une famille de laitage, tandis que chez l'adulte, plein de petites familles, les légumineuses, les crustacés, les fruits à coque, le blé et sarrasin, les mollusques et le sésame. Donc c'est ça qui ressort principalement. Si on entre de plus en détail dans les légumineuses, chez l'enfant, on retrouvera principalement l'arachide et chez l'adulte, on retrouvera autant l'arachide que le soja, que le lupin. Et si on revient en arrière, chez l'adulte, dans les fruits à coque, ce sera plutôt la noisette et chez l'enfant, dans les fruits à coque, ce sera plutôt la cajou. Alors, toujours, ce qui ressort statistiquement, c'est que le pourtour méditerranéen concerné par les LTP est principalement concerné par les anaphylaxies alimentaires. Les protéines qu'on va retrouver les plus responsables de manifestations graves sont les LTP, donc les protéines de transfert des lipides, les protéines de stockage, la caséine et les cas de polysensibilisation aux protéines du lait, donc vache, brebis, chèvre, l'ovomucoïde qui est la protéine agressive de l'œuf, l'alpha-gal qui est une protéine des viandes, la parvalbumine, on en a suffisamment parlé je pense lundi soir, j'espère que vous avez retenu des choses, qui est la protéine, l'allergène majeur pour la bêta-parvalbumine des poissons, la tropomyosine qui est un allergène agressif dans les crustacés sans être forcément l'allergène majeur. Alors, peut-être comme ça.
On voit, c'est un diagramme assez bien fait, je trouve. Les protéines donc, qui sont à l'origine de réactions les plus sévères sont les protéines de stockage, suivies de près des LTP. Beaucoup moins pourvoyeurs de réactions anaphylactiques graves, les PR10, qui sont d'ailleurs thermosensibles et sensibles également aux acides, enfin aux sucs gastriques. Les profilines encore moins et les terminaisons carboxylées encore moins. La clinique, eh bien, les facteurs les plus graves associés à la clinique, c'est toujours l'asthme, il ressort à chaque fois. Et quelque chose d'intéressant, la rapidité de la réaction première prédisposerait à une réaction suivante, biphasique, dont la seconde serait plus grave que la première dans 20% des cas. Donc c'est quand même très intéressant d'être alerté sur le fait que plus la réaction première est rapide, plus elle prédispose à ce qu'il y ait une réaction seconde plus importante encore lors de la prochaine fois, avec une réaction d'ailleurs biphasique associée. Le défaut dans la conduite à tenir la plus à risque, ce sera essentiellement le défaut d'utilisation de l'adrénaline dans 50% des cas, dans 59% des cas même. Les cofacteurs associés, donc chez l'adulte et l'adolescent, ils seront les suivants, ça se regroupe dans ce tableau. L'effort physique bien sûr, mais aussi l'alcool, le cannabis, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont la prise de paracétamol au-delà de 1 gramme, qui va chimiquement rejoindre la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens alors qu'il n'en fait pas partie au départ, les bêta-bloquants, et chez l'adulte assez spécifiquement, donc Sartan, IEC, etc. On a une petite chose qui nous a interpellé ici tout à l'heure avec Sylvie, ça vous concerne plus que nous, en métropole, la mélatonine. Je me demande s'il n'y avait pas un biais associé, parce qu'en fait c'est souvent lors des décalages horaires, lors des grandes fatigues dues à des déplacements, à des voyages importants. Et je pense que la fatigue en elle-même déjà prédispose plus aux réactions anaphylactiques importantes qu'autre chose. Juste une aparté pour le cannabis. Le cannabis, c'est un cofacteur associé, comme l'alcool par exemple. Par ailleurs, en lui-même, le cannabis, notamment si on le cultive, peut entraîner une sensibilisation cutanée aux LTP, qui sont des protéines sévères pourvoyeuses de réactions anaphylactiques graves, qui vont assez rapidement, dans certains cas, l'allergie à la LTP du cannabis va se reporter sur une allergie aux LTP des fruits et légumes. Et on voit des gens dans des situations assez terribles d'allergie, de polysensibilisation grave, dont l'origine serait le cannabis. Ce sont des gens qui fument beaucoup. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'arrive pas si c'est épisodique. Les facteurs de risque, si la réaction est plus fréquente au domicile, elle est plus grave à l'extérieur du domicile, où on n'a souvent pas sa trousse d'urgence, on ne sait pas trop l'utiliser et où on ne maîtrise pas la composition de ce qu'on a mangé. On voit ici que les produits industriels sont entre 2012 et 2013 assez stables, responsables d'une grosse partie des réactions anaphylactiques, que pas trop loin derrière on a les fruits et légumes isolés, et qu'on a aussi les repas au restaurant. Ce qui a bien baissé entre 2012 et 2013, c'est les plats cuisinés à la maison qu'on maîtrise sans doute apparemment mieux, qu'on connaît bien et de mieux en mieux. Tandis qu'ici, ce qui a incroyablement augmenté, c'est, comme le produit responsable, les produits artisanaux. On y verra peut-être là un lien avec le fait que les produits artisanaux sont un peu à la mode, parce qu'on recherche d'être au plus près de la nature et des composants les plus naturels possibles, etc. Mais apparemment, pour les allergies, c'est pas terrible, parce que c'est plus qu'avant à l'origine de réactions anaphylactiques, sans doute parce que les produits sont un peu mélangés, ou on ne les maîtrise pas bien la composition. Enfin. En conclusion, la prévention restera l'action principale à mener, parce que dans un cas sur deux, l'anaphylaxie va récidiver dans l'année.
Les moyens, une bonne éducation thérapeutique, une explication notamment de la trousse d'urgence, reconnaître les signes de gravité, etc. Donc on va enchaîner sur la trousse d'urgence derrière. Et certaines équipes ont mis en place des projets de présignalisation des patients les plus à risque aux urgences et au SAMU. Comme ça, quand ils appellent le SAMU, eh bien, d'une certaine façon, ils sont pris au sérieux tout de suite avec des bons conseils, voire un déplacement rapide du SAMU et pas une négociation du déplacement du SAMU pendant une demi-heure au téléphone, comme parfois ça peut arriver. Pardon. Alors, donc, l'adrénaline, quand la prescrire? Eh bien, donc l'évidence, quand on a un antécédent de réaction anaphylactique, quand on a une réaction systémique à un aliment plus un asthme associé, puisque c'est un facteur de risque, quand on a une réaction systémique à un aliment particulièrement à risque comme arachide, frais à coque, les graines, les laits de chèvre, brebis, sans APLV, parce que les isolés sont plus graves que les autres, quand on a une réaction avec une dose lactogène basse, quand on a une mastocytose associée, c'est une maladie rare mais il faut bien la repérer s'il y en a une, quand on a un adolescent parce qu'il a une conduite à risque, et quand on a un accès aux soins difficile parce qu'on est dans un endroit isolé. On peut ajouter quand on met en route un protocole de tolérance, puisque c'est ce qu'on fait maintenant principalement, en tout cas dans le service, et quand la réaction initiale est rapide, puisqu'on a vu qu'elle était souvent associée à une réaction biphasique dont la seconde est plus importante. Quand la prescrire, c'est bien, mais quand l'utiliser, une fois qu'elle est prescrite, donc quand on a donc une réaction sévère, quand la voix change, quand on a du mal à respirer, qu'on siffle, qu'on tousse, qu'on a mal au ventre, qu'on vomit, qu'on se gratte les mains, les pieds, la tête, ça c'est souvent un signe d'anaphylaxie, et qu'on se sent bien sûr bizarre et qu'on fait un malaise. Quand ne pas l'utiliser, c'est quand on fait une réaction plus sévère, donc c'est toujours un peu délicat bien sûr, mais malgré tout, quand on parle bien et qu'on respire bien, en général, c'est qu'on ne va pas si mal. Donc on peut avoir des petits signes, quand la bouche pique, le nez gratte ou coule, quand on a des plaques, voire les lèvres qui gonflent, un peu mal au ventre, vous allez me dire c'est très subjectif, et légèrement envie de vomir, donc quand on est à peine nauséeux, là normalement on ne l'utilise pas. On aura principalement recours à cette partie, c'est-à-dire aux antihistaminiques, voire aux corticoïdes, mais on sait que l'action ne sera pas immédiate. Et si rapidement on n'a pas une amélioration, on va passer à la phase sévère avec recours au stylo d'adrénaline. Deux formes principales, l'anapène, où vous devez d'abord enlever le bouchon côté aiguille, puis l'autre bouchon de sécurité et placer le stylo sur la jambe en appuyant et surtout en maintenant pendant 10 secondes pour que l'ensemble du produit soit bien pénétré à l'intérieur. Nous, on aime bien et on préférera peut-être ce stylo qui a l'avantage de n'avoir qu'un bouchon, un seul à retirer. Donc dans l'urgence, quand on stresse et qu'on n'est pas déjà un peu angoissé, peut-être le mieux est encore d'utiliser le stylo le plus rapide, où on doit juste enlever le bouchon jaune et appuyer. Et le seul fait d'appuyer va déclencher en fait l'injection. Bien sûr, toujours maintenir 10 secondes. Toujours la même situation, donc c'est plutôt dans les cas de réaction sévère, évidemment. Quand vous avez un doute et que vous vous posez la question est-ce que je dois l'utiliser, il faut l'utiliser. Parce que même si vous n'en avez pas besoin, le fait de quelqu'un qui ne ferait pas de réaction allergique, qui se fait une injection d'adrénaline, voilà, il ne va rien se passer d'horrible. Parce qu'en fait, le stylo fait bientôt plus peur que la maladie à certaines personnes. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et qu'on ne vous reprochera jamais de l'avoir fait trop vite, vous ou le patient. Mais par contre, on vous reprochera, puisqu'on voit bien que les cas les plus graves, c'est quand on a retardé l'utilisation de l'adrénaline, qu'on ne l'a pas faite, évidemment, encore plus.